Donc la première conférence de ce cyclo ici à Strasbourg va démarrer dans un instant et on va se poser sur le changement climatique, donc sur la ressource en eau notamment. Alors peut-être dans un premier temps, Sophie, un rappel sur ce qu'est, pour qu'on comprenne bien, cette machine climat, j'ai envie de dire. Oui, alors la machine climat, en fait, c'est un ensemble assez complexe de différents éléments. Bien sûr, il y a l'atmosphère, mais il y a également l'hydrosphère, donc essentiellement le rôle des océans qui est très important. Et puis la biosphère, pour faire très court, les forêts ont un rôle aussi très important à jouer dans la machine climat. Et aussi les glaces, donc tout ce qu'on appelle la cryosphère. Et sur cette machine climat, bien sûr, ce qui va la mettre en mouvement, c'est le soleil. Et la Terre va rayonner vers l'espace en infrarouge. Et une partie de ce rayonnement infrarouge, vous le voyez sur la diapo, est retenue par les gaz à effet de serre et permet à la planète d'avoir une température moyenne de l'ordre de 15 degrés. Et donc, ça nous permet aussi d'être là pour en parler aujourd'hui. Alors un mot peut-être justement sur les scénarios d'émissions globales de gaz à effet de serre. Donc, voilà, les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre ont été schématisés dans un rapport du GIEC. Le dernier rapport du GIEC date de 2014 et le prochain rapport sera publié en 2022. Donc on est un peu entre deux là. Mais en tout cas, les scénarios proposés, vous voyez, il y en a en gros 4 avec des couleurs différentes, depuis le scénario optimiste en bleu jusqu'au scénario pessimiste en rouge avec en ocre le scénario COP21, le scénario des accords de Paris en 2015. Donc par rapport aux émissions qui ont été observées, les points noirs sur la courbe, qui sont des mesures de CO2 dans l'atmosphère, eh bien on est soit dans une décroissance assez rapide dans le scénario optimiste, soit dans une croissance relativement incontrôlée dans le scénario pessimiste, avec des politiques climatiques quand même importantes pour les deux scénarios médians. Pas de politique climatique, on va dire, pour le scénario pessimiste et une politique climatique très forte pour le scénario optimiste. Ce que je voulais souligner, c'est que, depuis 2014, on a eu 3 années de stagnation des émissions où on se disait chic, super, on a réussi à contrôler les émissions de CO2 globales, on est arrivé au pic et on va redécroître derrière. Et puis 2017 nous a apporté une hausse de 1,7% des émissions mondiales et 2018 une hausse de 2,7%. Donc on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire aujourd'hui. Scénario réchauffement particulièrement, on en parle. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau réchauffement? Donc, dans un scénario optimiste, on aurait en gros à horizon 2100 plus 1 degré de hausse de température par rapport à la période 1986-2005. On raisonne toujours par rapport à une moyenne en général sur 30 ans, ce qu'on appelle une normale. Et puis en scénario pessimiste, on est au-dessus de plus 4 degrés par rapport à cette référence, qui est donc la moyenne 86-2005. Et donc ces deux scénarios intermédiaires qui sont pas figurés sur la diapo pour pas trop la surcharger, qui viennent à le scénario COP21 à peu près à plus de degrés à horizon 2100. Ça, c'était les accords de Paris. Mmh. Et ce que je voulais souligner, c'est que à horizon proche, on n'a pas tellement de différence entre les différents scénarios, mais les scénarios se distinguent vraiment, se séparent vraiment quand on avance dans la deuxième moitié du XXIe siècle pour une très forte différenciation à la fin du XXIe siècle. Donc voilà. Alors, ce qui nous intéresse, on va parler de réchauffement, mais peut-être le réchauffement actuel et particulièrement sur l'Alsace. Alors, on va faire un petit peu un focus. Alors oui, je voulais juste, parler des nouveaux scénarios parce qu'il y a quand même eu les modèles de projection climatique pour le prochain scénario, pour le prochain rapport de 2022, le prochain rapport du GIEC, ont déjà tourné. Donc je voulais quand même vous les projeter, oui, même s'il n'y a pas les conclusions, pour que vous ayez vraiment les dernières données. Et je voulais juste souligner rapidement que ces scénarios sont plus pessimistes que ceux du dernier rapport, avec des hausses de température plus importantes dans un scénario pessimiste que ça n'était prévu, parce que les nouveaux modèles de projection prennent mieux en compte
l'effet de serre de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Voilà, donc voilà, c'est plutôt aussi une mauvaise nouvelle. On va venir effectivement se centrer sur l'Alsace. Voilà, donc on va sur l'Alsace. Donc là, ce sont des informations que vous pouvez retrouver facilement sur le site Climat HD qui a été développé par Météo France et qui vous donne pas mal d'éléments sur différents paramètres. Ici, les températures sur l'Alsace. Donc à gauche, l'année. À droite, vous avez les saisons, hiver et été. Donc on retrouve à peu près les hausses de température qu'on avait au niveau global. Je voulais juste souligner que d'abord le réchauffement est supérieur dans nos régions au réchauffement global parce que on est sur une zone continentale. Hein, essentiellement, c'est la raison majeure. Donc quand on prend le réchauffement au niveau global, on a plus 1 degré. Chez nous, c'est plutôt plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et effectivement, on est sur des continents, donc ça se réchauffe plus vite sur les continents que sur les océans. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une différenciation saisonnière du réchauffement. Ça se réchauffe plus l'été que l'hiver. Voilà. Donc ça, c'est dommage. Ça aurait été sympa si ça avait été l'inverse, mais non. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Voilà, ça se réchauffe plus l'été. Et on le voit sur nos courbes, hein, aussi bien sur les observations. Vous avez les années plus chaudes avec des bâtons rouges et les années plus froides que la référence avec des bâtons bleus. Que sur les projections, on voit bien que le réchauffement est plus net l'été. Les températures peut-être alors dans nos régions, mais fin 21e. Est-ce qu'on a une idée Alors, fin 21e siècle, je voulais parler des extrêmes, parce que quand je vous dis plus 4 degrés, bon, ça vous paraît pas anodin, mais enfin, on réalise pas très bien ce que ça veut dire, une hausse de la température moyenne annuelle globale de plus 4 degrés. Donc, en scénario pessimiste, qu'est-ce qu'on aurait au niveau des records chauds dans nos régions? C'est le résultat d'une étude qui a été faite par Météo France et d'autres laboratoires de recherche à partir du modèle Aladin, qui est un modèle de projection climatique Météo France. Et donc, on a des ordres de grandeur en scénario pessimiste de plus de 55 degrés en record chaud dans la deuxième moitié du 21e siècle dans nos régions. Donc voilà, c'est des ordres de grandeur, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est pour vous dire que plus 4 degrés en moyenne annuelle globale, ça fait plutôt, par rapport au record actuel, ça fait plutôt plus 13 degrés sur les records l'été. Voilà, donc c'est des choses là, du coup, les gens, ils réagissent différemment. Ils se disent, ah ouais, 55 degrés, c'est les températures qu'on a aujourd'hui quand même dans les régions désertiques. Donc, c'est pas anodin. Votre avis, peut-être l'évolution de cette vague de chaleur? Une analyse de votre part? Les évolutions de vagues de chaleur, nous, on représente les vagues de chaleur avec des petits diagrammes à bulles. Donc, qui nous permettent de voir à la fois la durée de la vague de chaleur sur l'axe des abscisses. L'axe vertical, c'est l'intensité des vagues de chaleur. Et la taille de la bulle, ça va être la sévérité de la vague de chaleur. Donc, si on a notre petit repère en jaune qui est 2003, là, qui est vraiment la vague de chaleur la plus intense et la plus longue qu'on ait eue en France, d'ailleurs, en général, hein, en Alsace aussi, bien sûr. Donc, si on fait des projections, si on utilise nos projections climatiques pour voir comment vont évaluer ces vagues de chaleur, donc à gauche, vous avez le scénario COP21 et à droite, vous avez les deux diagrammes qui concernent le scénario pessimiste. En haut, c'est l'horizon proche et en bas, c'est l'horizon lointain. Donc, vous voyez que ces vagues de chaleur s'emballent en scénario pessimiste à horizon lointain. On va vers des événements qu'on n'a jamais connus. Si on est sur cette courbe, parce que on peut encore réfléchir, mais pour l'instant, on est sur la courbe du scénario pessimiste au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Alors, des événements qu'on vient de connaître qui sont plutôt plus que malheureux en inondation, on parle justement tout de suite de précipitations. Oui, alors au niveau, on est quand même sur un forum sur l'eau, donc je voulais quand même insister sur les précipitations. Donc, en fait, je vous ai projeté les projections de précipitations en été et en hiver, et pas sur l'année, parce que sur l'année, on voit pas grand-chose au niveau de l'évolution des précipitations en climat futur. Alors, en gros, sur l'hiver, on aura plutôt des hivers plus humides et en été,
on aura plutôt des étés plus secs avec, vous voyez, sur le scénario plus 4 degrés, le scénario pessimiste, un peu plus humide l'hiver encore et un peu plus sec l'été. Voilà, donc les choses seront encore plus contrastées si on est sur un scénario plus pessimiste. Voilà ce qu'on peut dire. Précipitations hivernales, on va y revenir, et puis l'évolution des précipitations estivales aussi. À mon avis, c'est intéressant. Alors, juste pour les préciser, nous, on a travaillé sur un projet qui s'appelle Climability, qui s'est terminé l'été dernier, mais qui se poursuit avec un nouveau projet Climability Design, dont on fera le lancement demain matin ici sur le forum Cyclo. Et donc, on a travaillé sur des cartes de projection climatique de l'augmentation des précipitations hivernales sur le Rhin supérieur, puisque c'est un projet Interreg Rhin supérieur. Et donc, on voit que, eh bien, à gauche, on a le scénario pessimiste, mais à horizon proche, et à droite, le scénario pessimiste à horizon plus lointain. Donc, on voit que cette augmentation des précipitations hivernales sera quand même assez généralisée, avec vraiment dans les zones, dans certaines zones, hein, le sud du Rhin supérieur et puis un peu le nord de l'Alsace au niveau des collines vosgiennes, on aura des zones un peu plus critiques sur cette augmentation des précipitations hivernales. Très bien. Sur les précipitations estivales, l'évolution? Alors, pardon, j'avais juste un slide sur l'augmentation des précipitations intenses. Donc, on aura des événements extrêmes qui seront plus fréquents et liés au changement climatique. Et donc, des épisodes de précipitations intenses supérieurs à 20 mm par jour qui seront également plus fréquents, et en particulier sur les massifs, vosgiens et forêts noires. Je crois que vous vouliez revenir sur l'humidité des sols. Alors, juste les précipitations estivales qui étaient votre précédente question. Donc, effectivement, oui, ça c'est aussi une carte issue du projet Climability. Les projections climatiques que l'on a cartographiées dans le cadre du projet Climability nous permettent de montrer cette baisse des précipitations estivales. Alors à gauche, on a le scénario modéré à la fin du XXIe siècle. Ouais. Et à droite, le scénario pessimiste à la fin du XXIe siècle. Donc on voit que l'assèchement, enfin la baisse des précipitations estivales est beaucoup plus importante dans le scénario pessimiste, avec des zones qui seront beaucoup plus impactées, mais globalement, toute la région sera quand même impactée. Et effectivement, on vient sur l'humidité des sols, et là aussi une évolution. Donc oui, pour l'humidité des sols, du coup, on voit bien sur ce schéma toujours issu de l'application Climat HD, un assèchement généralisé des sols. Donc c'est la courbe en mauve en scénario pessimiste qui atteint en moyenne, donc la moyenne d'humidité des sols en scénario pessimiste sera au niveau des records secs connus aujourd'hui sur la courbe un peu grise là, tout en bas. C'est celle des records secs que l'on connaît aujourd'hui. Eh bien, ce sera la moyenne de l'humidité des sols à horizon fin du XXIe siècle. Et on parle de ce qui va intéresser certains dans quelques semaines, c'est l'enneigement. L'enneigement, oui, voilà, je voulais, puisque c'est aussi lié à l'eau, hein, quand même. Bien sûr. L'enneigement, je voulais juste montrer ces graphes. Le graphe donc en bas à droite qui est une simulation, donc il en faudrait plus, c'est le début d'une étude sur l'évolution de l'enneigement dans les Vosges à la fin du XXIe siècle. Et vous avez en particulier la courbe rouge, je ne sais pas si vous la voyez bien au fond de la salle, mais qui concerne l'évolution de l'enneigement dans un scénario pessimiste. Donc on voit que on a une baisse irrégulière, hein, ça c'est le typique du climat, hein. Il y a des très fortes variations interannuelles, hein, d'une année sur l'autre. On peut avoir une année neigeuse, une année moins neigeuse. On aura toujours cette très grande variabilité, mais progressivement une diminution de l'enneigement, évidemment, liée au réchauffement. Et pour terminer, peut-être avant de laisser des questions vous concernant, Sophie, pour contenir le réchauffement global, et je mettrai un grand point d'interrogation. Oui, alors voilà, je voulais quand même terminer sur, on peut quand même y arriver, hein, contenir le réchauffement global à 1,5 degré. Donc ça, c'était les propos qu'a tenu Valérie Masson-Delmotte, qui est
qui est coprésidente du groupe 1 du GIEC, et donc qui présente souvent ces résultats qui ont été le fruit du rapport sur un des derniers rapports, hein, octobre 2018, sur quelles seraient les conséquences d'une hausse de température de plus 1,5 degré au niveau global et quelle différence avec un scénario à plus de degrés. Donc ça, c'était une commande des États. Et donc, ce que dit Valérie Masson-Delmotte, c'est qu'on peut contenir le réchauffement global à plus 1,5 degré, mais il faudrait diminuer d'un facteur 2 nos émissions de gaz à effet de serre entre 2010 et 2030, atteindre le net zéro en 2050, y compris en ayant recours à des mesures de stockage du CO2. Donc, les experts du GIEC concluent que c'est possible, mais avec des changements à une échelle sans précédent et avec 2 leviers clés selon eux, une sobriété accrue en énergie, et puis là où on pourrait facilement aussi améliorer les choses, c'est en baissant les émissions dans le domaine agricole et en particulier en utilisant les capacités de stockage de carbone dans les sols. Et les risques climatiques, il concluait aussi que les risques climatiques sont beaucoup plus élevés pour un scénario à plus de degrés que pour un scénario à plus 1,5 degré, en termes de perte d'écosystèmes, de records chauds, d'inondations, de sécheresse et de manque d'eau. Et donc, chaque demi-degré compte, chaque année compte et chaque choix compte. Voilà, je voulais conclure sur ce message. Merci beaucoup, Sophie. On va vous laisser la parole avant de poursuivre avec Sarah. Est-ce qu'il y a des questions qui concernent Météo France et particulièrement l'intervention de Sophie? Non, c'est que vous avez été concise et précise. Tout a été bien compris. Sarah, on va peut-être ouvrir avec vous avec les résultats des travaux de modélisation sur les cours d'eau de Rhin-Meuse qui nous intéressent et regarder justement quels sont ces résultats. Vous vous rapprochez peut-être pour que vous soyez... Oui, oui, vous serez peut-être plus à l'aise ici. Du coup, je reviendrai plus tard sur... Peut-être quand même, si vous voulez bien... Mettez bien le micro près de la bouche que l'on vous entende bien. Bon, là, c'est un schéma qui n'est peut-être pas forcément très facile à lire pour vous. Alors, ce que j'ai voulu essayer de représenter ici, c'est les relations entre les modélisations climatiques et hydrologiques. Donc, entre ce que vous a présenté Sophie et ce que font les hydrologues en particulier quand ils cherchent à modéliser on va dire les relations entre pluie et débit, et donc écoulement de surface, puisque Damien vous parlera plutôt ensuite de la question des eaux souterraines. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que les modèles donc climatiques ou hydrologiques qui cherchent à représenter un certain nombre de choses par des algorithmes, on voit les données sur lesquelles ils s'appuient, et aussi la manière finalement dont ils vont chercher à construire la confiance dans leurs résultats, en particulier à partir de l'estimation de biais. C'est les flèches noires en fait qu'on voit à plusieurs niveaux. Et donc, bon, sans rentrer dans le détail ici, moi, ce qui me semble important quand même de retenir dans le travail que font en fait ces modélisateurs, c'est que les données, elles sont pas données, qu'il y a tout un travail assez considérable de collecte, de mise en forme, d'harmonisation des données, et que pour faire ça, il faut être nombreux. Et puis qu'il y a une espèce de relation très forte entre la manière dont on va modéliser les choses et les données dont on dispose. Et que ce travail de modélisation, il est incarné par des modélisateurs et des modélisatrices qui opèrent des choix dans les modèles qu'ils vont développer ou utiliser, dans les temporalités qu'ils vont décider de représenter, dans les grandeurs qu'ils vont décider de mesurer ou pendant un certain temps de laisser hors champ parce que c'est trop complexe ou que ça viendra plus tard. Mais à mon avis, il n'y a pas que ça. Et qui révèle des représentations finalement à la fois de la science, du monde social et de ses interactions. Et je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des incertitudes qu'on peut mettre en risque, et ça, il y a tout un travail qui est fait pour ça, qu'on peut chercher à domestiquer, et d'autres qui sont aussi irréductibles, et je pense que Sophie l'a déjà bien montré, avec le fait qu'on voit bien que les résultats, ils changent quand même très fortement en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qu'on retient, et donc du coup, finalement, de ce que sera la société du futur. Et donc, les modèles, ils nous aident parce qu'ils nous permettent de dire que ça va évoluer et dans quel sens, et selon donc une gamme de futurs. Et cette gamme de futurs, elle est aujourd'hui incarnée par les scénarios d'émissions.
Bon, évidemment, il pourrait aussi y avoir d'autres enjeux environnementaux qu'on cherche à intégrer ou à connecter. Et du coup, il va peut-être falloir faire des compromis aussi, etc., entre les différents enjeux. Du coup, ça, c'était juste avant peut-être de parler. Donc là, je vous présente en fait les résultats d'un projet qui a impliqué IRSTEA, Météo France et BRL et aussi le BRGM. Bon, là, je présente les résultats sur la partie ressources superficielles, mais le BRGM a été impliqué dans la partie ressources souterraines. Donc, il s'appelait Explore 2070, donc il a été fait entre 2010 et 2012. Et ce que je vous propose de retenir ici, c'est d'abord les résultats, une baisse des débits moyens, une baisse des débits d'étiage et une hausse des débits de crue qui sont différenciés selon les régions françaises. Donc, en gros, quand c'est rouge, c'est que le changement à la baisse, il est important. Et la taille des triangles aussi, elle représente la fiabilité qui est accordée au résultat. Donc, plus le triangle est grand, plus le résultat est fiable. Et ensuite, la manière dont les chercheurs ont procédé, ils se sont appuyés sur un scénario climatique, issu à l'occurrence du 4e rapport du GIEC qui avait été publié en 2007, qui est un scénario plutôt médian. Et sur 7 modèles climatiques globaux qui ont aujourd'hui été aussi affinés, en particulier sur les interactions entre les sols ou l'océan et l'atmosphère, etc., comme le disait Sophie tout à l'heure, et qui sont régionalisés, c'est-à-dire qu'on part de représentations globales et ensuite on régionalise. Et sur 2 modèles hydrologiques distincts, en l'occurrence un modèle global et un modèle distribué à base physique. Et ce qui est important de voir, c'est que là, l'approche multimodèle, elle est considérée par les modélisateurs comme un moyen de construire la confiance dans les résultats qu'on produit. Il y en a d'autres, comme on le verra donc du coup, parce que ça, c'était donc entre 2010 et 2012. Donc, depuis une dizaine d'années, il y a eu plusieurs projets dans le Grand Est qui ont cherché à représenter les effets du changement climatique sur l'hydrologie. Certains d'entre eux ont particulièrement focalisé sur la question des extrêmes, en particulier dans les logiques transfrontalières. D'autres ont aussi travaillé explicitement la question des incertitudes pour chercher à les circonscrire. C'est le cas, par exemple, de Mozart 21. Et ce qui est important, je pense, de retenir ici, c'est que là encore, on voit qu'il y a un travail en fait pour essayer de circonscrire ces incertitudes, de l'apprivoiser par l'approche multimodèle, des outils statistiques, ou encore la prise en compte d'une diversité de scénarios d'émissions. Dans le cas d'Explore 2070, il n'y en avait qu'un. Mais qu'il y a aussi des incertitudes qui sont, pour l'instant, laissées hors champ. C'est le cas, par exemple, de l'évapotranspiration de la végétation et des relations plus largement entre occupation des sols et écoulement. Pour l'instant, dans les modélisations, c'est plutôt représenté comme un paramètre, en fait, comme un pourcentage. Mais on ne va pas chercher vraiment à savoir comment la végétation elle va évoluer en fonction de l'évolution du climat. Or, évidemment, cette végétation, elle peut soit pousser plus tôt, soit plus tard, elle peut mourir, elle peut être remplacée par une autre, soit naturellement, soit par l'action de l'homme. Et d'ailleurs, c'est un des enjeux aujourd'hui de la modélisation. Mais je pense que c'est important aussi de dire qu'il y a des incertitudes qui sont irréductibles, parce qu'il y a des choses qui relèvent de la décision, de l'action, de la volonté et du pouvoir, de la liberté et de l'indétermination. Et donc, voilà, ce qu'on retrouve, c'est des choses qui sont assez cohérentes avec ce qu'a dit Sophie au niveau climatique. Donc, on a des ordres de grandeur de l'évolution des débits moyens et extrêmes. On observe une réduction de l'enneigement, une augmentation de la sévérité et de la fréquence des étiages et des crues jusqu'en 2050. Et on voit qu'après, les résultats sont très variables selon les scénarios d'émissions qui sont retenus pour la modélisation. Et donc voilà, on a une question de cascade d'incertitude parce que il y a des questions de descente d'échelle, mais je pense pas que. Et d'ailleurs, on le voit dans les questions que pose en fait la territorialisation des politiques d'adaptation. Voilà. On voit bien les effets du changement climatique sur ces écoulements superficiels et effectivement, on reviendra sur les eaux souterraines après avec vous, Damien. Alors, vous souhaitez aborder un instant aussi, c'est important, la notion de ressources en eau. Il y a une incertitude, on ne peut pas savoir le climat futur, le milieu futur, mais les usages peut-être des sols et de l'eau, ça on peut peut-être regarder de près. Et à mon avis, ça intéresse grandement les personnes qui sont avec nous. Et on peut faire d'ailleurs des prévisions avec ce que l'on sait. Là d'ailleurs, on pourrait faire le lien avec Sophie. On le voit, voilà, qu'on est... Même si ça reste que des suppositions. Non, je pense que c'est on est quand même beaucoup sur des plus choses loin qui sont, que ça, mais voilà. Alors, peut-être ce que je vous propose, c'est donc un peu de revenir sur ce schéma qui reprend un peu ce que je vous ai déjà dit. Donc, au fond,
On voit que les relations entre changement climatique et ressources en eau, c'est des interdépendances entre le climat, donc d'abord quand même représentées à l'échelle globale pour ensuite être régionalisées, et des eaux qui vont rester largement quand même représentées et gérées aujourd'hui à l'échelle locale, même si on a pu avoir des exercices prospectifs depuis les années 70 qui se sont posés les questions de l'évolution des risques de pénurie d'eau, on va dire, à l'échelle mondiale. Et donc, que ce soit le climat futur ou le milieu aquatique futur, ils sont largement dépendants de ce que sera la société du futur. Et donc, du coup, ces émissions de gaz à effet de serre, et donc, du coup, ça veut dire derrière le type de production et de consommation alimentaire, énergétique, le transport des biens et des personnes. Et je pense que c'est important de voir que les questions, elles portent tout autant sur la production que la consommation, et aussi les modes d'organisation politique et de gestion qui vont organiser ces productions et ces flux, et aussi les perceptions et les valeurs qu'on peut accorder aux différents éléments de nature, que ce soit les étiages ou les crues. Alors là, je voudrais prendre un exemple qui est pas le nord-est, mais qui est le sud-ouest de la France. Aujourd'hui, on voit que les projections, elles s'accordent pour dire que les étiages seront beaucoup plus marqués. On a affaire à une région où la question des étiages, elle est, on va dire, à l'agenda politique de la gestion de l'eau depuis déjà un moment. Et en gros, on aura 2 fois moins d'eau à l'étiage à l'horizon 2050. Et donc, du coup, évidemment, par rapport à ça, on peut se poser la question des objectifs de débit à fixer sur les rivières, ou encore sur les moyens de les respecter. C'est-à-dire, est-ce qu'on va réduire les prélèvements, ou est-ce qu'on va créer des ouvrages de soutien d'étiage. On peut aussi chercher à imaginer des constructions territoriales ou des modes de vie dans le sud-ouest, dans lesquels le débit d'étiage, même s'il baisse, ne serait plus la principale variable qu'il faudrait gérer pour l'agriculture ou la production d'électricité. Et donc, si je peux peut-être continuer sur la question d'adaptation, voilà, les politiques donc liées au changement climatique, elles sont organisées autour du couple atténuation-adaptation, qui ont d'abord été définies à l'échelle internationale. Et en ce qui concerne l'eau, quand on regarde en fait par exemple les 2 stratégies nationales bas carbone françaises, elles l'abordent de 3 manières en relation avec les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Soit en tant que levier moyen direct, par exemple l'eau c'est un moyen de produire des énergies renouvelables, en tant que co-bénéficiaire, par exemple en disant que si on promeut l'agroécologie, ça va être un moyen aussi de réduire les pollutions diffuses et donc du coup les pressions sur l'eau, mais aussi en tant qu'enjeu qui pourrait être négativement impacté. Et là, on va retrouver l'eau aussi en tant que moyen de produire des énergies renouvelables, en particulier autour de la question de l'hydroélectricité ou de la biomasse. Et en ce qui concerne l'adaptation dans le domaine de l'eau, on a des propositions qui se distinguent entre autres par finalement ce qu'il s'agit de transformer ou de renforcer et de protéger. C'est-à-dire, est-ce que c'est les techniques, le milieu ou les institutions? Donc les techniques, ça va être l'amélioration de l'efficience, la lutte contre les fuites, l'optimisation ou un plus grand recyclage de l'eau avec la réutilisation des eaux usées traitées, par exemple. Et on peut voir quand même dans ces propositions techniques des moyens d'éviter une recomposition profonde des territoires ou des acteurs, de l'accès à l'eau, de leur mode d'usage de l'eau, du fait des changements de climat, changements profonds qui sont, on le voit bien, problématiques et difficiles et qui peuvent être douloureux. Et donc, on peut alors se poser la question de leur adéquation quantitative face aux changements qui peuvent être modélisés. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut effectivement espérer des économies substantielles par rapport aux baisses de ressources. Alors, ça peut porter aussi sur le milieu, c'est en gros pour les services qu'il rend, et là on est plutôt dans une logique de domestiquer les forces aléatoires plutôt que de s'en protéger. C'est le cas par exemple des solutions fondées sur la nature, et on peut dire que ces solutions, elles font aujourd'hui un peu l'objet d'une tension entre le besoin de les expérimenter, de tester leur performance pour être capable d'enrôler les acteurs et qu'ils leur fassent confiance, et l'urgence stratégique de convaincre très vite, parce qu'il y a des logiques d'artificialisation ou de grands équipements qui, elles, sont très rapides à côté, quoi. Alors, par exemple, en ville, et on va retrouver des choses qui ont déjà été développées, c'est pas des choses forcément complètement nouvelles. En ville, la création de sols perméables pour favoriser, je sais pas, les revêtements poreux pour les routes, généraliser les dispositifs de récupération des eaux de pluie, ou encore dans le cas du domaine de la gestion des inondations, en Europe et en France, on a vu que depuis les années 90, il y a eu à la fois une critique un peu économique et écologique du tout endiguement, disant finalement les digues insubmersibles, il y a toujours un moment où elles finissent par être submersibles.
Et on a promu donc les zones d'expansion de crues, et le polder d'Erstein en est un bon exemple aujourd'hui. Et c'est le cas aussi aux Pays-Bas autour de ces idées de gestion adaptative. Il y a aussi des innovations institutionnelles. Par exemple, on peut imaginer des stratégies foncières de l'État pour limiter l'artificialisation des sols. Bon, et elles vont se distinguer aussi par leur cadrage temporel et spatial, selon qu'on a des solutions à court, moyen ou long terme, selon qu'elles vont cibler sur un service d'eau ou plutôt une rivière, voire un grand bassin comme celui du Rhin. Et finalement, je pense que la question de l'adaptation, elle pose celle de nouvelles organisations hydrosociales, parce que derrière, il y a la question des gagnants et des perdants et des mécanismes de compensation qu'on va déployer. Des types d'innovations techniques, parce qu'on se rend compte que les solutions techniques, elles n'entraînent pas nécessairement la sobriété, c'est-à-dire qu'on peut consommer moins d'eau marginalement, mais continuer à en consommer globalement plus. Par ailleurs, les solutions qui veulent s'appuyer sur le milieu, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'elles font appel à toute une ingénierie, c'est-à-dire que le polder d'Erstein, pour fonctionner, il a besoin en fait de techniques hydrauliques, etc. Donc voilà, aussi c'était pour rediscuter un peu cette dichotomie que je vous proposais tout à l'heure entre technique et milieu, c'est-à-dire que derrière, un peu quelque part, une protection, une mise en valeur ou des services que peut rendre le milieu, il y a forcément une ingénierie aussi. Et si on prend le cas même des Pays-Bas, par exemple, depuis les années 90 aussi, hein, on a une promotion de la gestion adaptative, une remise en question de la question un peu du tout endiguement. Mais au fond, quand on regarde de plus près, on voit que les solutions de type promotion de zones d'expansion de crues, elles ont aussi été associées à du renforcement des digues à certains endroits. Donc voilà. Et je pense que ça pose aussi la question des relations entre production et consommation. Ça, je le disais tout à l'heure aussi. Je pense que la solution, elle ne réside pas que dans des transformations de la production d'énergie, des produits alimentaires dont les formes actuelles sont plutôt quand même globalement néfastes pour l'eau, mais également dans des transformations non seulement de la consommation d'énergie, mais aussi peut-être des régimes alimentaires, des manières de se déplacer, etc. Et c'est pour ça que je pense que Sophie disait tout à l'heure que ça demandait des changements assez profonds. Et la question donc des innovations institutionnelles, aujourd'hui, en fait, sur ces affaires de changement climatique, on privilégie quand même beaucoup l'incitation, l'art de convaincre les populations, les industriels ou les agriculteurs pour qu'ils changent leurs pratiques. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres instruments pour changer les pratiques, que ce soit réorganiser le système fiscal, interdire, mettre des quotas, développer de nouveaux instruments judiciaires. Tous posent différemment des enjeux d'efficacité environnementale, de capacité redistributive. Hein, on l'a vu quand même là aussi. Hein, ce qui se passe en France quand même depuis un an, on voit bien qu'il y a quand même des questions assez importantes de redistributive, équité des traitements, alternatives possibles, de justice sociale ou environnementale. Et je pense que c'est un défi et une question d'imaginaire, c'est-à-dire comment concevoir des formes de sobriété qui aient finalement des fondements plus justes. Voilà. Complètement. Alors, les enjeux dans tout cela, Sarah, comment réagir, faire face et avoir une gestion la plus intelligente possible en ce qui concerne l'eau? Ce serait quoi votre réponse? Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle et que la gestion de l'eau, ça, l'histoire, elle nous montre qu'elle est très située et que du coup, c'est des arrangements socio-techniques et du coup, il y a une épaisseur sociale et territoriale et que justement, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle qui fonctionne partout. Et puis parce qu'en plus, quand même, la disponibilité de la ressource, elle n'est pas la même partout. Les enjeux de qualité non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes histoires industrielles, agricoles, sur tous les territoires. Et puis, donc du coup, voilà, moi je pense que la solution, elle est, en tout cas pour la gestion de l'eau, de rester quand même quelque chose de territorial. Oui, pardon, de quelque chose qui se fait à un échelon territorial. Et ça, il y a quand même déjà beaucoup de choses. Il y a des dispositifs, des schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui intègrent en fait ces questions de changement climatique, où il y a un travail un peu localement de recherche, d'objectiver un peu qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'est l'état de l'eau aujourd'hui, de ses évolutions possibles et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'assurer
qu'on n'a pas des successions de crises, parce qu'au fond, c'est ça en fait, les SAGE, c'est des outils de planification locale, et donc du coup, qui se retrouvent retravaillés dès lors que des crises qui avant étaient jugées comme gérables parce qu'elles survenaient pas trop souvent, commencent à arriver trop souvent, et du coup, re-questionnent la manière dont on planifie à moyen et long terme. Et ça, il y a quand même beaucoup de choses qui se font, qui se font déjà. Par exemple, les schémas, les SAGE, ont une capacité de production réglementaire. C'est-à-dire que depuis 2006, ils peuvent en fait fixer des règlements, etc. Donc voilà, et puis, vous dites qu'il faut une adaptation après, de la gouvernance. Et puis après, de la gouvernance, et puis je pense qu'aussi, après, évidemment, il y a des enjeux aussi d'innovation technique. Bien sûr. Je pense que dans ce salon, on peut largement, avoir, ce sera visible. Merci beaucoup, Sarah. Est-ce qu'il y a des questions pour Sarah? Pas de questions? Bon. Vous restez avec nous et on va poursuivre avec Damien Salquèbre. Alors, on va parler des eaux souterraines avec vous, que l'on comprenne bien. Déjà, peut-être vulgarisation complète, mais à quoi ressemble une nappe d'eau souterraine? Ce n'est pas une rivière, une nappe, n'est-ce pas? Ah oui, alors c'est vrai que c'est l'image souvent du grand public de se dire les nappes souterraines, on imagine ces rivières souterraines, on a visité des grottes, etc. Donc on imagine ça. Alors la plupart du temps, c'est pas le cas. Et oui. Et l'illustration suivante vous montre. Alors je vais me rapprocher de l'écran. Allez-y. On peut voir que ici un panorama de différents contextes géologiques et en fait, on a aussi bien des nappes souterraines dans des contextes fracturés, où l'eau circule dans les fractures de la roche, dans les fissures, ou dans des formations plus sableuses, où l'eau est contenue, alors on l'imagine bien, dans la porosité entre les grains de sable, là, dans cette image. Et donc, l'aquifère et la nappe d'eau souterraine se trouvent dans cette formation. Et l'eau, en fait, une fois qu'elle atteint un niveau imperméable, argileux, donc le niveau fluctue ensuite en fonction de l'alimentation, notamment par la pluviométrie et aussi par d'autres types d'apports, les cours d'eau, par exemple, relation cours d'eau et nappe souterraine. Alors, comment est-ce qu'on évalue ces ressources, justement, en eau souterraine? Alors, l'évaluation des ressources en eau souterraine, alors je peux vous donner quelques indications. Il y a les approches, alors qu'on peut dire classiques, c'est-à-dire la caractérisation du réservoir. On vient de voir que la géologie a un rôle fort pour conditionner cette ressource. Donc, la caractérisation du réservoir, la lithologie, c'est-à-dire le type de roche, les dimensions. Ensuite, les niveaux des nappes. Comment on mesure le niveau des nappes? C'était l'illustration précédente. On voyait un forage avec le niveau d'eau qui se met à l'équilibre par rapport à la nappe. Ça permet de mesurer le niveau des nappes. Il y a aussi d'autres approches avec des pompages qui permettent d'évaluer la productivité des forages, des puits, etc. Et aussi, une autre approche, c'est la qualité de l'eau. Et là, c'est en fonction des usages de l'eau qui vont en être faits, ou de l'eau potable, ou industrielle pour l'irrigation, etc. Donc là, il n'y a pas la même qualité d'eau. Et en termes de ressources, alors on peut aller, pour aller un peu plus loin et donner quelques indications d'outils d'évaluation. Alors il y a la modélisation, donc ça a été évoqué pour les eaux de surface. On va en reparler un peu après par rapport au changement climatique. Et également des outils comme les traçages hydrogéologiques, c'est-à-dire l'injection d'un traceur, ça peut être un colorant, en général c'est fluorescent, et de voir où s'écoulent les eaux souterraines vers des exutoires, ou encore évaluer la vulnérabilité de la nappe. Donc ça fait partie des approches pour évaluer les ressources en eau, et un petit focus avec l'illustration que vous voyez à droite sur l'importance des relations entre nappe et rivière. Et ça fait lien justement avec la présentation aussi de Sarah Fernandez. Dans beaucoup de cas, et pour les nappes qu'on appelle phréatiques, c'est-à-dire la première nappe à partir du sol, on a bien souvent des connexions avec les cours d'eau, et il s'agit de pouvoir appréhender ces connexions-là pour mieux caractériser la ressource. Donc là, il y a encore du travail sur ce terrain-là. Évolution du niveau des nappes, mais aussi prévision. Alors en termes de suivi, j'ai évoqué le suivi du niveau des nappes, la prévision. Alors peut-être quelques éléments d'information pour vous dire comment on procède et les outils dont on dispose. Donc là, vous pouvez voir une petite illustration
de SIGES. C'est un portail web en fait pour l'accès aux informations sur les nappes, qui rassemble les informations sur les nappes. Et donc pour illustrer justement le suivi à travers les réseaux de suivi piézométrique, c'est-à-dire c'est des forages où l'on a un dispositif, un appareillage avec capteur central de mesure qui permet de suivre en continu les niveaux des nappes. Donc ça, on dispose de différents points de suivi. Et pour l'exemple des SIGES d'ailleurs, hein, qui sont portés par le BRGM avec des partenaires tels que le Conseil régional et les agences de l'eau. Il y a un pitch, pour ceux que ça intéresse, il y a un pitch à 14h. Voilà, donc on pourra aborder un peu plus le contenu de ces portails web. Ensuite, alors comme autre indication sur l'évolution des niveaux des nappes, alors dans le contexte de sécheresse, il y a des travaux qui sont en cours pour évaluer au niveau justement des piézomètres, de voir les évolutions statistiquement par rapport aux autres années et apporter donc des prévisions de la tendance, de ces tendances. Alors là, selon les ouvrages, selon les nappes qui sont suivies, les comportements ne sont pas les mêmes. Ça peut fluctuer, avoir un cycle annuel, c'est-à-dire c'est sur une même année où finalement, entre la période d'étiage et la période humide, on a effectivement un point bas, un point haut, et puis l'année suivante, ça redémarre à peu près pareil, je dirais. En tout cas, il y a cet aspect cyclique annuel. Pour d'autres nappes, donc c'est ce qu'on regarde, ce qu'on étudie, on peut avoir un cycle pluriannuel, et donc là, avec une inertie plus forte, et donc des tendances sur 5, 10, 15 ans, entre les niveaux les plus bas des nappes et les niveaux les plus hauts. Donc ça nous aide à comprendre aussi, dans le contexte de prévision, d'arriver à mieux comprendre comment fonctionnent les nappes et pouvoir prévoir la suite. Et puis un dernier point pour illustrer cet aspect-là. Donc là, il y a une illustration, vous pouvez voir une courbe, je vais me rapprocher à nouveau. Vous pouvez voir une courbe sur l'évolution d'un niveau de nappe là, en bleu clair. Et à partir donc, de cette période-là, grâce à des modèles également, voir les tendances avec différents scénarios. Et donc, c'est un projet de recherche qui est mené depuis quelques années et qui s'appelle Météo des nappes. Et l'idée, c'est bien de pouvoir de prévoir, hein, comme pour la météo qu'on voit à la télé, et de pouvoir prévoir dans les semaines, à mois à venir. Alors là, les courbes que vous voyez, c'est dans le cas où il n'y a pas de pluie dans la période qui suit. Hein. On est en période de sécheresse et on imagine qu'il n'y a pas de pluie. Comment réagit la nappe naturellement? Dernière question, quelle est votre vision, quel impact sur le changement climatique? Et puis, de nous donner quelques adaptations et puis quelques solutions aussi. Oui, alors sur le changement climatique, il y a quelques éléments également. Alors ça rejoint l'étude qui a été citée juste avant, là pour Explore 2070. Donc ça a été évoqué largement, je ne vais peut-être pas revenir dessus, mais pour faire le lien avec les nappes souterraines, c'est la question de la recharge des nappes, hein, grâce aux précipitations principalement. Mais si on va plus dans le détail, on va voir que selon les nappes, il peut y avoir des nuances, et notamment les relations au cours d'eau. Et donc globalement, augmentation de température, plus d'évapotranspiration, et donc moins de recharge des nappes souterraines, malheureusement. Et pour le secteur de l'Alsace, moins 10 à moins 20. Voilà, c'est ça, moins 10 à moins 20. Et pour rester sur le secteur de l'Alsace, avec l'exemple de l'aquifère alluvial, la plaine d'Alsace, qui est un grand aquifère, un des plus grands en Europe, on constate, grâce à ces travaux qui ont été faits dans le cadre d'Explore, et notamment un modèle qui a pu être utilisé, on constate une tendance à la baisse pour la plupart des piézomètres. Sarah, prenez le micro. Non, c'est un modèle maillé. Là, la question, c'est le type de modèle, c'est un modèle maillé qui a été mis en œuvre, et avec des niveaux simulés, avec une baisse alors, inférieure à 0,7 mètres. C'est général, c'est une info générale, alors c'est difficile à présenter comme ça, donc ça peut être très variable selon les secteurs, mais j'attire l'attention sur 2 points. Alors on les a perdus, mais c'est pas grave, je vais vous les indiquer directement. C'est alors déjà les incertitudes, le fait qu'on l'a vu, il y a une part d'incertitude déjà sur les modèles climatiques, mais donc ça c'était bien évoqué, et puis également dans la manière où on évalue pour la ressource en eau souterraine et les relations avec les eaux de surface. Et là c'est fondamental pour la plaine d'Alsace avec le Rhin.
Voilà. Et puis, bon, c'est l'essentiel hein, à retenir. à retenir sur cette slide-là. Et pour venir Adaptation plus et sur les solutions. adaptations maintenant, alors déjà un premier point, c'est de pouvoir poursuivre la surveillance des niveaux des nappes, puisque c'est aussi ce qui nous permet d'affiner nos modèles, nos prévisions et d'avoir du recul par rapport aux analyses statistiques, notamment sur les autres années par rapport au passé. Et il y a des choses qui se mettent en place, et notamment un réseau de suivi national identifié, avec quelques piézomètres identifiés spécifiquement pour le changement climatique et à bien maintenir à l'avenir. Voilà. Très bien. Et alors, oui, alors sur les mesures d'adaptation, plusieurs points sur lesquels je souhaitais insister. Nous fait réfléchir. Alors, il y a les volumes prélevables hein, sur les ressources en eau et globalement la question de la gestion collective. Alors, c'est déjà quelque chose qui se fait largement. Donc, ça a été évoqué avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, notamment. Mais c'est quelque chose qui est amené à se généraliser et sans doute à renforcer, justement, pour mieux gérer entre les différents types d'usages, pouvoir concilier. Et pour ça, pouvoir tous les outils aussi de prévision qu'on évoque, les modèles, donc ça amène des éléments de gestion. Hein, avec l'illustration d'une modélisation qui a été faite. Alors là, c'est plus côté grès vosgien et puis globalement la formation des grès côté lorrain essentiellement. L'évaluation socio-économique de solutions. Donc ça, pareil, hein, ça a été évoqué largement par mes collègues, mais c'est un enjeu fort de voir est-ce qu'une tarification de l'eau différente, est-ce que peut amener justement une meilleure gestion aussi, ou en tout cas de pouvoir préserver la nappe. Et puis un dernier point sur la recharge des nappes. Alors je vais faire un petit focus, et puis je pourrais terminer par ce focus sur la recharge des nappes. Oui. Mais simplement, voilà, les incertitudes, je l'ai évoqué. Alors du coup, ça m'amène au focus sur la recharge. Là, vous voyez une illustration hein, justement du principe de recharge artificielle, où l'on voit ici un bassin d'infiltration et qui amène donc un apport plus important à la nappe. Donc vous avez le toit de la nappe ici, et vous voyez ici donc une zone de bombement liée à la recharge accentuée de manière active à cet endroit-là. Alors la recharge, le principe c'est quoi? C'est de bénéficier de l'inertie des nappes, de l'effet de stockage des nappes, et de favoriser la recharge en période humide, justement, où on dispose d'eau du fait des précipitations. Et on a vu que ça pouvait être accentué justement dans cette période humide avec le changement climatique. Et le lien avec les cours d'eau à nouveau, puisque l'intérêt c'est que les nappes, on l'imagine bien en période d'étiage, quand il n'y a pas plu depuis plusieurs semaines, bien souvent c'est essentiellement les nappes. L'eau vient principalement des nappes souterraines qui alimentent les cours d'eau, que ce soit de manière diffuse ou par l'intermédiaire de sources, hein, de résurgence, d'émergence. Et le dernier point sur le ruissellement, puisque l'idée d'une meilleure recharge aussi vers le sous-sol, justement, c'est dans les périodes humides de limiter aussi le ruissellement et les risques d'inondation qui sont associés. Très bien. Voilà. Je crois que j'avais peut-être encore juste une ou deux infos. Oui, sur les axes d'études, juste pour terminer. Oui. Et donc, il y a encore des besoins en connaissance. Hein. C'était aussi un point que je voulais aborder, c'est que on l'a vu, il y a des incertitudes, il y a des besoins en connaissance pour comprendre, notamment justement par rapport à cette question de recharge, de mieux comprendre l'inertie des nappes et les secteurs où ce serait d'autant plus bénéfique. Alors l'adaptation de l'occupation des sols, ça a été évoqué, les solutions fondées sur la nature notamment, et là ce qu'on est en train de voir, c'est ça aussi, par l'occupation des sols, limiter la perméabilisation, tout ce qui est aménagement des territoires, notamment en milieu rural, avec les pratiques agricoles.
Et puis il y a des projets de recharge artificielle. Alors là, ça peut être plus localisé. Mais donc, pour terminer sur cet aspect donc de recharge, c'est la recharge artificielle de manière directe, Oui. par des projets de bassins d'infiltration, des canaux qui permettent aux eaux de s'infiltrer vers la nappe aux périodes où c'est bénéfique, mais aussi de manière indirecte par l'aménagement du territoire. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Damien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, c'était juste une petite question précise. Dans ces bassins d'infiltration, est-ce qu'on peut intégrer les gravières et sablières laissées, une fois qu'elles sont plus exploitées de côté? Est-ce que ça peut servir de recharge artificielle, si vous voulez? Est-ce que vous pensez à un contexte en particulier? Parce que souvent, les gravières, on est dans... Oui. Le contexte alsacien en particulier, oui. 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 Alors souvent, les gravières se trouvent dans les zones de plaine où on a déjà, si on prend l'aquifère alsacien, on a une recharge par le Rhin, par les cours d'eau, l'Ille, etc. Si on peut laisser mais qu'on l'entende bien. Cela dit, le questionnement est légitime. Hein. Là, en disant ça, je dis pas faut l'exclure, mais disons là les sujets sur lesquels, alors les projets en termes de recharge, des projets qui sont à l'étude, des plus récents et au niveau national, hein, j'entends, sont surtout des projets dans des contextes littoraux, avec des risques d'intrusion salée. Parce que la question, c'était est-ce qu'on les intègre dans les calculs d'infiltration déjà existants? Oui. Parce que sous ces gravières, j'imagine qu'il doit aussi avoir un effet. Mettez bien le micro qu'on vous entend bien. Sous ces gravières ou sablières, il doit forcément avoir un effet de cône aussi qui se forme. Oui. J'imagine. Donc là, comme c'est un point précis, là, j'aurais du mal à vous donner plus de. On pourrait échanger éventuellement. En fait, comme dit la question, c'est est-ce que c'est sur le intégré sujet dans le calcul de l'alimentation de la nappe, quoi. Est-ce qu'on les considère, ces anciennes sablières, même les gravières en exploitation, après tout, hein? Le principe de la recharge artificielle, c'est d'amener de l'eau dans la période où on dispose pour effectivement recharger la nappe, et sous réserve que il y a une inertie de la nappe qui permette ensuite d'en bénéficier en période de basse eau, d'étiage, mais sous réserve aussi de vérifier que ça convient par rapport à justement à l'eau qu'on utilise, les questions de qualité aussi, de prudence par rapport à quel type d'eau et quelle qualité d'eau on va venir infiltrer vers la nappe souterraine. Donc il y a quand même un certain nombre de choses à voir. Alors, on n'a pas parlé non plus des questions de milieu humide associés dans ces contextes d'échange entre nappes, cours d'eau et zones humides. Donc tout ça, ça fait partie de choses, mais justement qu'il s'agit d'étudier. Et cette notion de recharge, ça reste encore quelque chose qui est dans des programmes de recherche essentiellement, je dirais à une échelle vraiment de nappe souterraine, à une échelle assez importante. C'est-à-dire ça se fait assez déjà couramment dans des zones de champs de captage, champs captants, où on a des puits de captage en plaine alluviale avec des canaux qui viennent à côté, et il y a de la gestion active qui est gérée. Donc ça se fait dans ce type de contexte-là, je dirais à plus grande échelle, sur de plus grandes zones, à l'échelle d'une nappe souterraine. C'est pas vraiment quelque chose, enfin pas à ma connaissance, hein, qui est déployé. C'est plus au stade de la recherche. Très bien. Merci beaucoup pour votre question. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? N'hésitez pas, hein, spontanément. Les plus jeunes que je vois, vous n'êtes pas interpellés par les propos de Sarah, de Sophie ou de Damien? Vous avez tout compris? Bon, parfait. Merci beaucoup. Peut-être alors, avant de terminer, puisqu'on est bien dans les temps, Sophie, rejoignez-nous. Peut-être une petite synthèse où, j'ai envie de dire, ce qu'il faut retenir, c'est comme des clignotants, et j'aime bien terminer comme ça les tables rondes, peu importe le sujet. Et son importance, c'est que Dieu sait si on est sur un sujet fort et très important, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient d'évoquer et alerter peut-être. Oui, c'est un mot pour terminer, effectivement, en ce qui me concerne, mais comme ça a été évoqué, ce besoin de connaissance et de poursuivre les travaux pour limiter les incertitudes, justement, et puis pouvoir fournir des outils d'aide à la décision pour les gestionnaires. Ouais. Voilà. Très bien. Sophie?
difficile pour moi de conclure. Moi, ce que je souhaite, c'est que chacun ici se sente concerné par ces questions très fortement et se mobilise, aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Et voilà, il y a beaucoup à faire, mais en même temps, chaque petite chose qu'on fait, elle compte. Exactement. Donc ça, c'est toujours motivant. Chaque petit geste est primordial et important. Sarah? Oui, alors si je peux juste par rapport à la question des volumes prélevables, dont parlait Damien, qui est aussi quelque chose qui a déjà été testé, expérimenté, et dans la douleur, en particulier dans le sud-ouest de la France, je voudrais dire que quand même c'est voilà, les questions de sobriété, c'est compliqué, ça va pas être. Alors effectivement, il y a la question des petits gestes, etc. Mais remettre en question des rentes historiques liées à l'eau, que ce soit pour la production d'électricité, pour l'agriculture, voilà, c'est rentrer dans des choses qui sont en tension, et puis que la gestion de l'eau, elle reste quand même très soumise à les filières d'usage des territoires, quand même, en gros, voilà. Ouais. Et donc, mais ceci dit, voilà, ce que je voudrais dire peut-être, c'est que se poser la question de la disponibilité en eau dans le futur pour le Grand Est, le bassin de la Meuse ou la ville de Strasbourg, à mon avis, c'est pas vraiment que ça a du sens, ça n'a pas vraiment de sens dans l'absolu, mais plutôt vraiment en fonction de ce qu'on veut faire de l'eau et comment on veut vivre avec. Et donc la question des futurs, c'est aussi une question de choix collectif, et voilà, c'était pour pas quand même être très bien. Voilà. Merci beaucoup. Sobriété en eau qu'on abordera cet après-midi. Merci à tous les trois, je pense qu'on peut les applaudir. Et on se retrouve dans quelques minutes pour une autre conférence sur valoriser l'eau, cette fois dans l'aménagement urbain avec plusieurs invités. Merci pour votre attention. Merci.